L'anomalie monétaire. Le 20 décembre dernier, la Réserve fédérale a publié une donnée qui est passée inaperçue pour le grand public. Ce que nous avons vécu récemment, la hausse des prix à la consommation et la volatilité des marchés, n'est techniquement que la première phase d'un cycle économique bien plus long. Les modèles macroéconomiques suggèrent que l'argent nouvellement créé se déplace par vagues successives. D'abord vers les actifs financiers, bourse, immobilier, ensuite vers les biens de consommation, et enfin vers une dévaluation structurelle de la monnaie elle-même. Nous sommes à l'aube de cette troisième phase, celle où la dette accumulée doit être traitée mathématiquement. L'histoire économique, de la Rome antique aux économies modernes, montre qu'il n'existe que trois façons de gérer une dette nationale devenue impayable par les revenus fiscaux. Le défaut de paiement, l'austérité drastique ou l'inflation. Les deux premières options étant politiquement et socialement impossibles, l'inflation devient le choix par défaut des gouvernements endettés. Ce n'est pas une opinion politique, c'est une déduction arithmétique basée sur le ratio dette-PIB actuel. Dans cette analyse approfondie, nous allons décortiquer les mécanismes de ce cycle. Nous verrons comment, mathématiquement, les 90 000 milliards de dollars de dette globale, publique et privée, ne pourront être résorbés que par une perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Nous étudierons les précédents historiques pour comprendre comment ce transfert de richesse s'opère toujours des épargnants vers les détenteurs d'actifs. Préparez-vous à une analyse chiffrée, loin des bruits médiatiques, pour comprendre la trajectoire de votre pouvoir d'achat pour la prochaine décennie. Chapitre 1. L'expansion de la masse monétaire M2. Pour comprendre la situation actuelle, il faut d'abord analyser la métrique M2. Entre 2020 et aujourd'hui, la masse monétaire aux États-Unis a augmenté de près de 40%, un bond de 5,8 milliards de dollars en un temps record. Pour mettre ce chiffre en perspective, il a fallu 2 siècles à l'économie américaine pour créer ses premiers milliers de milliards et seulement quelques années pour en ajouter 5 fois plus. Cette injection massive de liquidités a créé une distorsion majeure entre la valeur nominale de l'argent et la quantité de biens et services disponibles dans l'économie réelle. Cette création monétaire ne se traduit pas immédiatement par une hausse du prix du pain ou de l'essence, ce qui explique le décalage de perception chez les consommateurs. Dans un premier temps, cet excédent de liquidité cherche un rendement et se dirige vers les marchés d'actifs. C'est ce qui explique pourquoi, malgré une économie réelle parfois chancelante, les indices boursiers et les prix de l'immobilier ont atteint des sommets. C'est l'effet Cantillon. L'argent touche d'abord les investisseurs et les institutions financières, gonflant les prix des actifs avant de se diffuser dans l'économie réelle. Cependant, une fois que ces liquidités ont saturé les marchés financiers, elles commencent à circuler dans l'économie réelle via les dépenses gouvernementales, les salaires et la consommation. C'est à ce moment que l'inflation des prix à la consommation, IPC, commence à accélérer. Ce que les banques centrales qualifient parfois de transitoire est en réalité la matérialisation mécanique d'une politique monétaire expansionniste menée plusieurs années auparavant. Il y a toujours un délai, un lag, entre l'impression monétaire et la hausse des prix en magasin. Le problème structurel actuel est que cette masse monétaire ne peut pas être retirée facilement sans provoquer un effondrement des marchés, déflation par la dette. La Réserve fédérale se trouve donc piégée. Elle doit maintenir suffisamment de liquidités pour soutenir le système financier, tout en sachant que ces mêmes liquidités érodent la valeur de la monnaie. C'est un équilibre précaire qui tend historiquement à basculer vers la préservation du système au prix de l'inflation. L'analyse des bilans des banques centrales montre que nous sommes entrés dans une ère de dominance fiscale. Cela signifie que la politique monétaire, taux d'intérêt, masse monétaire, n'est plus dictée par la volonté de contrôler l'inflation, mais par la nécessité de financer les déficits publics. Lorsque la dette est si élevée que l'État ne peut plus payer les intérêts sans emprunter davantage, la Banque centrale est forcée d'imprimer pour acheter la dette, validant ainsi l'inflation comme outil de gestion budgétaire. Ce phénomène crée ce que les économistes appellent une illusion monétaire. Les gens se sentent plus riches parce que la valeur nominale de leur maison ou de leur portefeuille boursier augmente, alors qu'en réalité, c'est la monnaie avec laquelle on mesure cette richesse qui rétrécit. Si votre maison vaut 20% de plus, mais que le coût de la vie a augmenté de 25%, vous vous êtes appauvri en termes réels. C'est le piège invisible de l'expansion monétaire. Enfin, il faut noter que ce processus est mondial. La plupart des grandes économies ayant suivi des politiques similaires, il n'y a pas de refuge facile dans une autre monnaie fiduciaire majeure. Le dollar, l'euro et le yen subissent tous des pressions similaires, bien qu'à des degrés divers. Cela nous amène à repenser la notion de réserve de valeur, non plus par rapport à une autre devise, mais par rapport à des actifs tangibles et finis. Chapitre 2. Le piège mathématique de la dette.
L'élément déclencheur de la prochaine phase d'inflation n'est pas une décision politique, mais une contrainte mathématique liée à la dette nationale. Avec une dette fédérale américaine dépassant les 36 000 milliards de dollars, le coût du service de la dette, les intérêts payés aux créanciers, est devenu le poste budgétaire à la croissance la plus rapide. Si les taux d'intérêt restent à des niveaux normaux, autour de 4% ou 5%, le gouvernement doit payer plus de 1 500 milliards de dollars par an juste en intérêts, soit plus que le budget de la défense ou de l'éducation. Cette dynamique crée un cercle vicieux connu sous le nom de spirale de la dette. Pour payer ses intérêts, l'État ne peut pas compter sur les seules recettes fiscales qui sont déjà absorbées par les dépenses obligatoires, sécurité sociale, santé. Il doit donc emprunter davantage pour payer les intérêts de la dette existante. C'est la définition classique d'un système de Ponzi, qui ne peut perdurer que tant qu'il y a de nouveaux acheteurs pour la dette. Cependant, la demande étrangère pour la dette américaine, notamment de la Chine et du Japon, a tendance à stagner, voire à diminuer. Cela laisse la Réserve fédérale comme l'acheteur en dernier ressort. Pour acheter cette dette et éviter un défaut de paiement technique des États-Unis, la Fed doit créer de la nouvelle monnaie. C'est ce mécanisme précis, la monétisation de la dette, qui transforme le déficit budgétaire en inflation permanente. Certains suggèrent d'augmenter les impôts ou de couper les dépenses pour équilibrer le budget. L'analyse des chiffres montre l'impossibilité arithmétique de cette solution. Même en taxant à 100% les milliardaires ou en coupant tout le budget discrétionnaire, le déficit structurel demeure en raison des engagements sociaux, retraites, soins promis aux baby-boomers. L'austérité nécessaire pour équilibrer les comptes provoquerait une dépression économique telle qu'elle est politiquement inenvisageable. Nous sommes donc face à une équation sans inconnu. Si le défaut de paiement est exclu, car il détruirait le système bancaire mondial, et si l'austérité est impossible, la seule variable d'ajustement restante est la valeur de la monnaie. L'État remboursera ses dettes, mais avec une monnaie qui aura perdu une grande partie de son pouvoir d'achat. C'est une forme de défaut implicite, bien plus subtile et politiquement acceptable que le défaut explicite. Les projections budgétaires officielles du CBO, Congressional Budget Office, montrent des déficits perpétuels pour les 30 prochaines années. Ces modèles n'intègrent même pas de récession majeure ou de nouvelles guerres, qui aggraveraient encore la situation. La trajectoire est claire, nous allons vers une augmentation continue de la quantité de dollars pour maintenir la solvabilité nominale de l'État. En conclusion de ce chapitre, il est crucial de comprendre que l'inflation future n'est pas un risque, mais une nécessité structurelle pour le désendettement. C'est un mécanisme de transfert qui permet à l'État d'alléger le poids réel de sa dette au détriment des détenteurs de monnaie et d'obligations. C'est la solution de facilité que l'histoire a vu se répéter maintes et maintes fois. Chapitre 3. Les précédents historiques, Rome et Weimar. L'histoire nous offre des miroirs parfaits pour comprendre notre trajectoire actuelle, car les lois de l'économie sont aussi immuables que celles de la physique. L'exemple de l'Empire romain est particulièrement éclairant. Au fil des siècles, pour financer ses guerres et sa bureaucratie sans augmenter les impôts impopulaires, Rome a progressivement réduit la quantité d'argent pur dans sa monnaie, le denarius. De 95% de pureté sous Auguste, la pièce est passée à moins de 5% à la fin de l'Empire. Cette dévaluation physique de la monnaie romaine a eu les mêmes effets que notre planche à billets numérique, une inflation galopante. Le prix du blé a explosé, non pas parce que le blé devenait plus rare, mais parce que la monnaie utilisée pour l'acheter devenait abondante et sans valeur. Les citoyens romains qui gardaient leurs économies en denarius ont été ruinés, tandis que ceux qui possédèrent des terres et des actifs tangibles ont préservé leur richesse. Un exemple plus violent et rapide est celui de la République de Weimar, en Allemagne, 1921-1923. Face à des dettes de guerre écrasantes, le gouvernement a choisi d'imprimer des marques pour payer ses créanciers et ses travailleurs. En 1921, un dollar valait quelques dizaines de marques. 2 ans plus tard, il en valait des milliards. Ce qui était fascinant, c'est que, pendant longtemps, la population ne comprenait pas ce qui se passait, blâmant les commerçants pour la hausse des prix plutôt que la politique monétaire. Ces épisodes historiques suivent tout le même schéma en 4 étapes. Étape 1. Une monnaie saine et fiable favorise la prospérité. Étape 2. L'État dépense plus qu'il ne gagne et commence à dévaluer la monnaie pour combler le trou. Étape 3. La perte de confiance s'accélère, l'inflation devient visible et incontrôlable, détruisant la classe moyenne épargnante. Étape 4. Une réforme monétaire, reset, a lieu, transférant la richesse vers ceux qui détiennent des actifs réels. Aujourd'hui, nous voyons des parallèles troublants. Comme à Rome, nous réduisons la teneur de notre monnaie, pouvoir d'achat, pour financer l'expansion de l'État. Comme à Weimar, bien qu'à un rythme beaucoup plus lent, nous monétisons la dette publique. La différence est la vitesse, mais la direction est identique.
L'histoire ne se répète pas toujours mot pour mot, mais les mécanismes de cause à effet restent valides. Il est important de noter que ces crises n'ont pas détruit la richesse physique de ces nations. Les champs, les usines et les maisons existaient toujours, mais elles ont redistribué la propriété de cette richesse. L'inflation est un mécanisme de redistribution brutale qui punit ceux qui font confiance à la monnaie fiduciaire et récompense ceux qui sont endettés ou propriétaires d'actifs réels. Comprendre ces précédents permet de sortir de la sidération. Ce qui arrive à l'économie mondiale n'est pas une anomalie imprévisible, c'est la fin logique d'un cycle de crédit à long terme. La question n'est pas de savoir si cela va continuer, mais à quelle vitesse le processus va s'accélérer et sous quelle forme le nouveau système émergera. Chapitre 4. Le tournant de 1971 et le système fiat. Le cycle actuel trouve sa racine moderne en 1971, lorsque le président Richard Nixon a suspendu la convertibilité du dollar en or. Jusqu'à cette date, chaque dollar émis par la Réserve fédérale était théoriquement adossé à une quantité finie de métal précieux, ce qui imposait une discipline naturelle aux dépenses de l'État. En brisant ce lien, le monde est entré dans une expérience monétaire inédite, un système de monnaie purement fiduciaire, fiat, basé uniquement sur la confiance et la dette. Cette décision a libéré les banques centrales de toute contrainte physique. Elles pouvaient désormais créer autant de crédits que nécessaire pour stimuler l'économie ou financer les guerres. Les décennies qui ont suivi ont vu une explosion de la dette mondiale, passant de niveaux gérables à des montants astronomiques. Sans l'ancrage de l'or, il n'y a plus de frein à l'expansion monétaire, sauf l'inflation, qui a fini par se manifester violemment dans les années 70 avant d'être maîtrisée temporairement par des taux d'intérêt élevés. Cependant, la baisse séculaire des taux d'intérêt depuis les années 1980 a permis de masquer le coût de cette dette croissante. Nous avons vécu une période de grande modération, où l'inflation des prix à la consommation semblait faible, alors même que l'inflation des actifs, bourse, immobilier, était galopante. C'est cette période qui a creusé les inégalités. Ceux qui avaient accès au crédit bon marché ont acheté des actifs qui s'appréciaient, tandis que les salariés voyaient leurs revenus stagner en termes réels. Le système fiat fonctionne tant que la confiance perdure et que la croissance économique permet de payer les intérêts. Mais nous atteignons aujourd'hui les limites mathématiques de ce modèle. Avec des ratios dette-PIB dépassant 120% dans de nombreux pays développés, le système devient instable. La volatilité augmente et les interventions des banques centrales doivent être de plus en plus massives, 2008-2020, pour éviter l'effondrement, créant à chaque fois plus de monnaie et donc plus de potentiel inflationniste futur. Ce détachement du réel a aussi changé la psychologie économique. L'épargne, vertu traditionnelle, est devenue un vice économique. Garder du cash est une garantie de perte de pouvoir d'achat. L'endettement, autrefois risqué, est devenu la stratégie rationnelle. Emprunter de l'argent qui se dévalue pour acheter des actifs qui s'apprécient. C'est le monde à l'envers, une conséquence directe de la monnaie fiat. L'analyse de 1971 nous montre que nous sommes dans la phase terminale de cette expérience de 50 ans. Les tensions actuelles sur le dollar, la montée de l'or vers des sommets historiques et la recherche d'alternatives monétaires par les banques centrales mondiales, achat d'or record, sont des signes que le système cherche un nouvel ancrage. Le privilège exorbitant du dollar, qui permet aux États-Unis d'importer des biens réels en échange de papier imprimé, est remis en question. En résumé, 1971 a ouvert la vanne de la dette illimitée. Aujourd'hui, nous devons gérer le débordement. La transition vers le prochain système ne se fera pas sans heurts, et elle impliquera nécessairement une réévaluation massive de la valeur de la monnaie par rapport aux actifs réels, corrigeant les excès des 5 dernières décennies. Chapitre 5. Gagnants et perdants. Réel vs nominal. Dans une période d'inflation structurelle, la distinction la plus importante à faire est celle entre la valeur nominale et la valeur réelle. C'est ici que se joue le sort de la classe moyenne. Nominalement, tout semble augmenter. Les salaires montent, la valeur de votre maison monte, le solde de votre compte retraite monte. Vous avez l'impression de vous enrichir. Mais réellement, c'est-à-dire en termes de pouvoir d'achat, combien de pain, de litres d'essence ou d'heures de travail vous pouvez acheter, vous vous appauvrissez. Prenons l'exemple d'une maison achetée 400 000 $ qui vaut 800 000 $ 10 ans plus tard. Vous pensez avoir gagné 400 000 $? Mais si, dans le même temps, le prix de toutes les autres maisons, de la nourriture et de l'énergie a triplé, vous ne pouvez rien acheter de plus avec vos 800 000 $. Pire, vous devrez payer des impôts sur la plus-value fictive que vous avez réalisée. L'inflation agit comme une taxe invisible sur le capital nominal. Les grands perdants de ce scénario sont mécaniquement définis. Ce sont d'abord les épargnants qui détiennent du cash ou des obligations à taux fixe. Si l'inflation est de 8% et que votre livret vous rapporte 3%, vous perdez 5% de votre richesse chaque année.
Ce sont ensuite les retraités aux pensions fixes qui voient leur niveau de vie s'effondrer. Enfin, ce sont les salariés dont les revenus n'augmentent pas aussi vite que l'inflation réelle, qui est souvent bien supérieure aux chiffres officiels de l'IPC. A l'inverse, il y a des gagnants clairs, les détenteurs d'actifs réels et les débiteurs à taux fixe. Si vous avez emprunté 1 million à 3% pour acheter un immeuble et que l'inflation monte à 10%, la dette réelle fond d'année en année, tandis que les loyers augmentent avec l'inflation. L'inflation transfère la richesse du créancier, la banque ou l'épargnant, vers le débiteur, l'investisseur immobilier ou l'État. C'est pourquoi les riches, qui utilisent le levier de la dette pour détenir des actifs, s'enrichissent en période d'inflation. Les entreprises disposant d'un pricing power, capacité à augmenter leurs prix, sortent également gagnantes. Elles peuvent répercuter la hausse des coûts sur les consommateurs tout en voyant la valeur nominale de leurs revenus augmenter, ce qui fait monter le cours de leurs actions. Les multinationales, les secteurs de l'énergie et des matières premières, sont souvent dans cette catégorie, agissant comme une couverture contre la dévaluation monétaire. Ce transfert de richesse est souvent invisible car il est lent. Une perte de pouvoir d'achat de 7% par an ne provoque pas de révolution immédiate, mais elle divise la richesse par 2 en 10 ans. C'est l'érosion lente de la classe moyenne qui travaille de plus en plus dur pour maintenir le même niveau de vie, tandis que la classe possédante voit la valeur de ses actifs gonfler sans effort productif supplémentaire. Comprendre cette dynamique réelle versus nominale est la clé de la survie financière. Il ne faut pas chercher à augmenter son nombre de dollars ou d'euros, mais à préserver son pouvoir d'achat. Cela change radicalement la manière dont on investit et dont on gère ses dettes. Dans un monde inflationniste, la dette, à taux fixe, est un actif et le cash est un passif. Chapitre 6. Scénario de sortie et répression financière. Comment ce cycle de 90 000 milliards de dollars va-t-il se dénouer ? Les modèles économiques identifient 3 scénarios principaux pour la décennie à venir. Le premier est le scénario du reset monétaire, ou remplacement de la devise. Si la confiance dans le dollar s'effondre totalement, une nouvelle monnaie peut être adossée à un panier de matières premières ou alors, type BRICS ou nouveau Bretton Woods, pourrait émerger. Cela impliquerait une dévaluation massive et instantanée des devises actuelles. Le deuxième scénario est celui de l'hyperinflation incontrôlée, similaire à Weimar ou au Venezuela. Si les banques centrales perdent le contrôle et impriment de manière exponentielle pour couvrir les déficits, la monnaie peut perdre toute valeur en quelques mois. Bien que possible, ce scénario est moins probable aux États-Unis ou en Europe, car les autorités disposent d'outils puissants pour l'empêcher, ou du moins le ralentir, via le contrôle des capitaux et des prix. Le troisième scénario, et le plus probable selon de nombreux experts, est la répression financière. C'est une période prolongée, 10 à 15 ans, d'inflation soutenue, entre 5% et 10%, accompagnée de taux d'intérêt artificiellement bas, manipulés par la Banque centrale. L'objectif est de maintenir les taux d'intérêt en dessous du taux d'inflation, créant des taux réels négatifs. Cela permet à l'État de liquéfier sa dette lentement sur le dos des épargnants, sans provoquer de défaut officiel. Dans ce scénario de répression financière, l'État oblige également les institutions, banques, assurances, fonds de pension, à acheter sa dette via la réglementation. C'est une captation de l'épargne privée pour financer le secteur public. Les citoyens voient leur pouvoir d'achat s'éroder lentement, comme une grenouille dans l'eau qui chauffe, sans choc brutal, qui déclencherait une révolte sociale. C'est la voie du soft default. Nous voyons déjà les prémices de ce scénario. Des taux d'intérêt réels négatifs, des discussions sur le contrôle des courbes de taux, yield curve control, et une tolérance accrue des banques centrales pour une inflation supérieure à 2%. L'objectif n'est plus la stabilité des prix, mais la soutenabilité de la dette. L'inflation devient un outil politique, une taxe qui ne dit pas son nom. Pour l'investisseur, la répression financière signifie que les obligations d'État traditionnelles, autrefois sans risque, deviennent des certificats de confiscation de richesses garantis. La sécurité ne se trouve plus dans la dette gouvernementale, mais dans les actifs privés, les actions de qualité, les métaux précieux, et tout ce que l'État ne peut pas imprimer ou dévaluer facilement. La conclusion de ces scénarios est unanime sur un point. La valeur de la monnaie fiduciaire sera sacrifiée pour sauver le système de la dette. Que ce soit par un choc brutal ou une érosion lente, le pouvoir d'achat du dollar et de l'euro en 2035 sera une fraction de ce qu'il est aujourd'hui. Se préparer à ce changement de paradigme est l'enjeu majeur pour quiconque souhaite transmettre un patrimoine. Chapitre 7. Synthèse stratégique. En résumé, nous traversons une période charnière de l'histoire économique. Les 4 étapes du cycle de dévaluation sont claires. Nous avons passé l'étape de la monnaie saine et de l'expansion insouciante. Nous sommes actuellement dans la phase critique où la dette devient mathématiquement impayable et où la dévaluation monétaire s'accélère pour éviter le défaut.
L'illusion que, cette fois c'est différent, est dangereuse. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, de Rome à Washington. La création de 5 800 milliards de dollars en 5 ans n'était que l'amorce. Les 90 000 milliards de dettes à venir nécessiteront une impression monétaire encore plus massive pour être honorée nominalement. Cette réalité structurelle condamne la classe moyenne qui dépend des salaires et de l'épargne bancaire à une érosion lente mais certaine de son niveau de vie, à moins qu'elle ne prenne des mesures pour s'adapter à cette nouvelle donne. Il est impératif de comprendre que l'État, confronté au choix entre l'austérité impopulaire et l'inflation invisible, choisira toujours l'inflation. C'est la voie de la moindre résistance politique. En conséquence, la stratégie patrimoniale doit passer d'une logique d'accumulation de monnaie à une logique d'accumulation d'actifs réels. La monnaie n'est plus un magasin de valeurs, c'est un patate chaude transactionnel qui perd de la valeur avec le temps. La répression financière sera l'environnement économique de la prochaine décennie. Cela implique de naviguer dans un monde de taux réels négatifs. Il faut apprendre à utiliser la dette saine, à taux fixe, pour acquérir des actifs productifs, comme un outil de couverture, tout en évitant la dette de consommation toxique. Il faut diversifier hors du système bancaire traditionnel pour réduire le risque de contrepartie. Ne cédez pas à la panique, mais à la lucidité. L'histoire récompense ceux qui anticipent les transferts de richesses, alors que la majorité restera paralysée par l'illusion nominale, pensant s'enrichir alors qu'elle s'appauvrit. Une minorité informée pourra utiliser ces mécanismes pour consolider sa position. L'éducation financière est votre meilleur actif dans ce contexte turbulent. Ce cycle de grande inflation ne marque pas la fin du monde, mais la fin d'un système monétaire spécifique. De nouveaux équilibres émergeront. Ceux qui détiennent des actifs tangibles, des compétences productives et une compréhension claire des flux macroéconomiques seront les architectes de leur propre stabilité dans ce monde en mutation. Préparez-vous non pas pour un effondrement apocalyptique, mais pour un changement durable des règles du jeu économique. La fenêtre pour agir est encore ouverte, mais elle se referme à mesure que l'inflation s'installe dans la psychologie collective. Le savoir est le seul investissement qui paie les meilleurs intérêts face à l'inflation. L'inflation est une taxe silencieuse sur ceux qui ne comprennent pas l'argent. Ne soyez pas de ceux-là. Si cette analyse vous a donné une longueur d'avance sur les marchés, soutenez la chaîne avec un like. Abonnez-vous maintenant pour transformer l'incertitude économique en opportunité stratégique. Rejoignez notre communauté d'investisseurs lucides qui préparent l'avenir au lieu de le subir. Le savoir est la seule monnaie qui ne se dévalue jamais. On se retrouve au prochain décryptage.